lecture d'extraits de textes qui sont préparés par nos auteurs invités. Mais d'abord, j'aimerais quand même faire un tour pour vous les présenter chacun par son nom. Monsieur Abdelrahman Fouladi. Karim Akouche. Gary Clan. Madame Rachida Al-Fadl, bien sûr. Evelyne Abitbol. Adouane Renosel. Et notre ami Jérôme Boudreau qui s'est trouvé assis ici que par une coïncidence on nous a pas vu. On va commencer dans un premier temps par la poésie. Et donc ça va être des vers ponctués bien entendu par les touches magiques de notre cher musicien, mon ami Adil Al-Mati. Qui va donc nous accompagner à chaque fois qu'il y a une lecture de texte. C'était un plaisir pour nous de rencontrer des auteurs issus de l'interculturalité. Dans cette rencontre, dans le thème, c'est l'arène. C'est un défilement d'auteurs qui se sont exprimés sur la prose et la poésie. Et je pense que la littérature, il n'y a pas que l'économie qui peut être un moyen d'insertion, d'intégration. La littérature, à travers les mots, elle peut dire beaucoup. La littérature, c'est l'empathie, c'est l'universalité, c'est l'humanisme. Et je suis très content d'avoir connu, rencontré, écouté surtout, écouté des textes qui ont parlé à mon cœur, mais qui ont parlé aussi à beaucoup de monde. Je le voyais dans les yeux des autres. Merci beaucoup Adal Maghrib. J'en profite pour remercier aussi les gens qui ont été présents. Et on a senti un silence, et ce silence était très significatif. J'interpelle ce silence hivernal, poème ignoré dans les grimoires de mon éternité. Espace ininterrompu dans mes prières, où la faille blanche apprivoise des pages endormies dans l'antichambre des souvenirs et devient une source claire pour mes heures graves, transfigurée par tant d'Élysées, par tant d'Odyssées. Mon arabesque à diapason peine dans la plénitude et cueille givré dans la neige, que dans mon cri, cette furie abondante plane sur mon amnésie et sur mes corridors entrelacés dans la luxure des spasmes. Infini le ton des voix sans appel, rompu à lire de la matraque, et qui n'ont pas vécu ce qu'il y a d'humain dans la beauté qui dure. Infini la sève de ma terre avinée, dans ce cœur bohémien de précipice où trône la folie du nombril des hommes. Au solstice des brûlures, cette insolence impalpable d'une guerre sans chapitre et de la dignité qui baisse les yeux, au fond de la nuit nue, qui cautionne le regard d'un passant, crie la césure des ombres, dans un babillage collectif. C'est la première fois que je suis au centre culturel marocain et c'est très impressionnant. Et je trouve que c'est vraiment une très belle idée. Cette organisation que M. Kamel Benkiran et M. Majid Blal ont fondée ensemble, c'est vraiment extraordinaire. Ça nous permet de se retrouver dans l'interculturalisme. Et pour moi, c'était une occasion de sortir un peu de ma période de deuil. J'ai perdu ma mère il y a une année. Ça a été pour moi, et ça reste encore pour moi, une tragédie. C'est ça aussi l'autre versant de l'exil, c'est parce qu'on n'a pas la chance de vivre, de cheminer avec nos parents. Ils prennent de l'âge et nous, on est ailleurs. Et ce qui me désole le jour au jour, c'est que je vis dans mes retranchements parce que justement, ce qui est horrible, c'est de ne pas pouvoir se dire adieu. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Et elle a immigré en France à l'âge de 23 ans. Et c'était une battante. Elle avait obtenu sa nationalité française, elle avait cumulé les boulots et elle avait réalisé des rêves, beaucoup de projets. Et elle me disait tout le temps que si elle savait lire et écrire, elle écrirait jour et nuit. Donc elle m'a dit de reprendre le temps d'écrire. Et j'ai recommencé à écrire et j'en suis à peu près à une trentaine de pages de mon dernier roman. En revenant ici, en fait, ça a été des questionnements que j'ai posés à ma mère et elle m'a encouragée à venir, à recommencer à écrire. Je vous dirais, depuis quelques semaines, j'ai repris
Et je suis en train de travailler dans mon dernier roman, en fait. Ça va traiter justement de cette problématique de l'exil, avec tous les avantages, les inconvénients, mais aussi les déchirements, l'éloignement, la rupture avec notre vie d'avant. Et puis, il y a aussi le deuil, il y a aussi nos aînés qu'on perd, qui prennent de l'âge, et aussi le questionnement, qu'est-ce qu'on en fait avec les personnes âgées qu'on parque dans des maisons de retraite. Lorsqu'on est ailleurs, comment peut-on être des aidants naturels? Comment peut-on leur apporter notre aide, notre soutien, alors qu'ils nous ont élevés, qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes? Donc c'est dans cette optique que j'écris. C'est à l'aune de foisonnement, de questionnement, de devenir, parce que justement, les personnes âgées, elles ont été nous, et nous allons être elles. Et à mon âge, justement, en perdant ma mère, je me pose la question, où serai-je demain? L'écriture est un rempart contre le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, l'homophobie, la bêtise. Écrire, c'est dénoncer, témoigner. On écrit comme on fait de la résistance. Être solidaire des laissés pour compte. Être de ceux qu'on stigmatise, qu'on marginalise. Bon, je suis très heureux d'avoir été invité ici par Kamal. Soirée très agréable qui nous a permis d'entendre beaucoup de beaux textes de gens venant de différents pays. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que, comme j'ai l'habitude de dire, ne laisse jamais la poésie du monde devenir prose. Je répète, ne laisse jamais la poésie du monde devenir prose. Et c'est un peu ça mon programme, de faire que la vie soit toujours poétique. Toute terre est prison. Isaac Bajri Senghor. Fuir le long tunnel, la terre où les oiseaux sont ivres. Toute terre est prison. Je replonge par les mots dans les années ténèbres, pensant trouver réponse, alors que me remonte le boissy de la terreur. Ces hommes en noir avec des lunettes noires. Je replonge par les mots dans ce monde que j'essaie d'oublier. Qu'est-ce qui m'a pris d'y revenir? Je ne sais où j'en suis et quand j'y pense, j'ignore ce que je sens tout au fond de moi-même. Voulant fuir ce passé qui toujours me rattrape et me prend à la gorge. Toute terre est prison. Mais loué sois-tu, Isaac, tu m'apportes la joie, le plaisir d'un haut lieu qui pourtant n'est pas bien. Et peut-être est-ce pour ça que j'y prends tellement goût. Ta ville est pur récit sans rancœur ni tristesse, malgré l'autre terreur qui déjà se profile avec ses camps et cette odeur de gaz à faire vomir. Quel est donc ton secret? Avant de vous lire un texte que j'ai écrit il y a plusieurs années, je voudrais faire une parenthèse politique. Je ne peux pas m'en empêcher. De la poésie à la politique, il y a juste quelques mots à transformer. Mais ce n'est pas quelque chose de très joyeux. Il y a quelques semaines, au Maroc, à Casablanca, se tenait le salon du livre de Casablanca, qui est un des salons du livre arabe en fait le plus important qu'il y ait au monde. Et il y avait là un stand uniquement consacré au nazisme. Je ne crois pas que beaucoup de monde le savent, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait dénoncé ici au Québec. En tout cas, ça a été beaucoup dénoncé en Europe, surtout par le centre Simon Wiesenthal. Il y avait dans ce stand-là des livres antisémites et des livres pro-nazis, bien sûr. Sauf que, en regardant toutes les images de ce stand et de ces livres-là, je me suis préoccupée et j'ai réfléchi à tous ces morts pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pas seulement les 6 millions de Juifs. Il y a eu 64 781 162 personnes qui sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé comment il se faisait que le Salon du livre marocain ait accepté cela, sachant que les Marocains
et la diaspora juive, entre parenthèses, ont de tout temps tissé des liens très très forts d'affection et ont été un modèle de cohabitation. Je n'aime pas le mot tolérance parce que quand dans le mot tolérance il y a une supériorité, quelqu'un tolère quelqu'un d'autre par rapport à quelqu'un d'autre, mais il y a eu une cohabitation qui a été fabuleuse et elle est imprégnée dans notre ADN en tout cas. Voilà, c'était ma parenthèse politique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à cette soirée, une première soirée pour le regroupement des auteurs canado-marocains. En fait, je voudrais remercier Kamal Benkiran et Majid Blal de m'avoir invitée, de m'avoir incluse, puisque je suis née au Maroc, bien sûr, et que je suis très attachée à mon pays d'origine. Elle se retrouvait dans le Mella, Casablanca, dans ce secteur de la ville qui abrite la communauté juive marocaine. Chaque fois qu'elle pénétrait dans l'enceinte intérieure, un sentiment d'insécurité l'envahissait. Elle ne comprenait ni la langue, ni parfaitement les codes. Les gens avaient l'air de se comprendre d'un regard, d'un geste de la main, les yeux roulés en l'air, en geste et en guise de protestation. Chaque mois, elle revoyait les mêmes images défiler devant ses yeux de petite fille qui avait la sale manie de se cacher derrière les jupes de sa mère. La soirée s'est tellement bien déroulée, il y a tellement de talent, on est passé de la poésie à la prose poétique, au rire, à l'humour. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que nous avons tous parlé de nos origines. Nous avons tous émis la nostalgie de nos origines et nous avons parlé de nos pères, de notre père et de notre mère. Chacun à son tour. On a parlé de nos parents. Nous sommes, je crois, ce qui nous relie au Maroc, c'est vraiment ce pays d'accueil, mais c'est vraiment la culture de nos parents et de nos ancêtres. Et c'est ce que je retiens de la soirée. Chacun d'entre nous en a fait foi et on a bien discouru en tout cas. Il était une fois un pays qui renfermait tous les pays du monde. Et dans ce pays, il y avait une ville qui incorporait toutes les villes du pays. Et dans cette ville, il y avait une rue qui réunissait en elle toutes les rues de la ville. Et dans cette rue, il y avait une maison qui abritait toutes les maisons de la rue. Et dans cette maison, il y avait une chambre. Et dans cette chambre, il y avait un homme. Et cet homme riait, et nul n'avait jamais ri comme lui. Rabbi Naman de Bratslav. Et si cet homme était une femme? Et si ce pays, cette ville, cette chambre? Les enfants arrivaient dans la cuisine à la queue, comme s'ils sortaient des dédales d'un souk casablancais, alors que la réalité vint alors s'imposer lourdement sur fond d'odeur de cannelle, de clous de girofle, de viande et de farine grillée. Ici, maintenant, à Montréal, tous étaient en train de préparer les beignes, les cretons et le bœuf à la mode pour Noël. Loin, très loin de l'Afrique du Nord. J'ai lu deux textes. Le premier traite de la femme qui subit le sort des hommes, qui se bat de par le monde. C'est l'histoire d'une femme, mais également de plusieurs femmes. Le texte s'intitule « Toute femme est une étoile qui pleure », que je ferai jouer à la Place des Arts les 10, 11, 12, 13 octobre prochains. C'est un texte engagé, j'ai pas peur de le dire, c'est un texte engagé, mais certainement ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est l'esthétique, parce que comment j'ai écrit le texte, c'est entre la prose et la poésie, donc j'ai violé la langue française, comme dirait Kateb Yassine, le grand dramaturge et poète algérien. Et j'attirais dans ce monde viril, gratifié d'une fente entre mes jambes de poupée en chair, gâchant la répaille de mes dieux, de mes saints, de mes diables, de mes prophètes. Tel le poil d'une bête décharnée trempée dans la marmite, j'ai gâté le bouillon des coutumes ancestrales. Comme une pelure d'un homme marié, on m'a jeté dans le bouillon rebut, car j'étais la malédiction, le sort troué, la faille de la conscience collective, l'écharpe sous l'ombre du Père, l'épine cravant le talon de la mer. J'invite tout le monde à venir donc à cette pièce, voir cette pièce. Mais il y a 2 ans, même pas 2 ans, j'ai déjà présenté une pièce à la Place des Arts qui a très bien marché. C'était à guichet fermé. Le titre, c'est « Qui viendra fleurir ma tombe ». Elle faisait des thés avec des feuilles de néflier, des fleurs de citronnier et des pousses sauvages.
Elle faisait des galettes avec des glands, avec des racines, avec des écorces, avec le sel de sa sueur. Elle dessinait des motifs sur des objets en terre cuite. Il nous contait des fables de Grèce et de sorcières. Avec un peigne denté, elle se brossait la tignasse qu'il avait à l'eau de roche et au savon de Marseille. Elle nouait un pas de couleur des champs autour des hanches et elle accrochait une broche à son sein qui allaitait les misères. Ma mère était une lavandière qui saurait les tuniques de mon père dans les rivières croupissantes. Ma mère était une muletière qui cueillait des fagots de bois des forêts hantées. Ma mère était une mécanique qui avait une main sur le feu, l'autre dans l'eau, un pied dans la terre et l'autre dans le ciel. Ma mère était belle et racée, triste comme un poème, brave comme la poussière, douce comme une divinité qui boite. Ma mère réside dans les déchirures de l'humanité, dans la faille du temps. Ma mère appartient à la civilisation du silence. Elle a la cicatrice dans l'âme et la paix dans l'histoire. Elle habite dans l'injustice éternelle. Elle habite dans la souffrance des dieux. Ma mère habite à l'ombre des saisons. Ma mère a loué un coin au pied des traditions. Ma mère est enchaînée au pied de l'homme. Merci. Le bébé étrange venait de la gorge de ma mère. On aurait dit qu'elle était en train de s'étouffer. Je la secouais en lui demandant ce qu'elle n'allait pas. Mais seule sa respiration désorganée me répondit. Je me dressai aussitôt sur mes genoux et je la tiens par ses frêles épaules en criant « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Mais instinctivement, je sus du coup ce qu'elle était en train d'avoir. Elle était en train de mourir. Dans un ultime effort, elle réussit à poser ses mains sur ma poitrine, s'est mise à me repousser pour m'éloigner par un chuchoté que Dieu te donne une autre mère, mon petit. Je sentis mon cœur s'arracher de ma poitrine éclater et tout mon corps se pulvériser. Une souffrance inconnue jusqu'alors disloqua tout mon être. Une souffrance devant laquelle les coups de bâton, toutes les gifles, toutes les lacérations d'épines, toutes les plaies qu'avait connues mon corps jusqu'à présent n'étaient que de simples caresses. Je hurlais en fixant les yeux de ma mère dont je ne voyais plus maintenant que le blanc. Je m'agrippais à son cou désespérément, croyant que plus je serais, plus j'aurais une chance de la ramener à la vie. Et je serais tellement fort que quand les membres de la famille, réveillés par mes hurlements, vinrent me séparer d'elle, je les soulevais avec moi. Et je ruais, et je mordais ces criminels qui voulaient m'arracher ma mère et qui y parviennent finalement. Elle fut enterrée le jour même, comme le veut la coutume. Ça a été un événement très agréable, puis ça a été un honneur d'être invité à la première soirée concernant les auteurs et parler de la francophonie. Donc à cette nouvelle Maison du Royaume du Maroc, je me sens choyé d'avoir été le représentant québécois d'une littérature universelle qui est la littérature francophone. Et donc, je souhaite une longue vie et une association et des partages immenses dans la vie future de cette nouvelle Maison du Maroc, le Dar El Maghrib. Et donc, je remercie tous ceux de l'événement et je souhaite vivement revenir partager et entendre tous ces autres auteurs encore inconnus ou connus, mais pas encore entendus. Et donc, je vous invite tous à venir les rencontrer. Et si ça peut être une rencontre assidue, j'espère vous rencontrer. Et tout le monde ici espère vous rencontrer aussi. Si vous voulez entendre une littérature et des mots qui sonnent et qui veulent dire quelque chose. Et donc, c'est à vous de venir écouter et de les partager avec tous les gens qui nous entourent. Dans ce monde, il y a des hommes, des femmes, des libertés et de l'oppression. Dans mon monde à moi, il y a des humains, il y a la liberté. Et ce monde est le Québec dont je rêve. Et comme je disais, la poésie est un état d'âme. Pour celle ou celui qui écrit, vivre avec ses états d'âme peut être lourd. Rapidement vient le besoin essentiel,
évacuer cette poésie qui déborde en nous. L'exclamation d'un état d'âme devient dès lors un impératif tout humain, étant en train de se noyer dans les flots de ses sentiments. Je dis, quel que soit le moyen utilisé par la poésie, par l'âme, pour repousser la mort intérieure de l'être, est, sans aucun contredit, une action poétique. Les émigrés ne savent pas pleurer. Ils ont la frayeur du reflux des flots. Ils craignent d'être soudain débusqués, brusque réveillés par le bruit des sanglots. Les pleurs attisent la nouvelle, attisent les mauvaises nouvelles que rapporte la nuit, le téléphone. Ils s'esclavent pour des bagatelles, réfutent l'inquisition du morose, confient les souvenirs en citadelle, gratifient le rire du gras assourdissant, conjure le mort dans les donjons, se faufile dans l'attente perpétuelle du pas de nouvelles, bonne nouvelle, pris pour le silence du téléphone. Une journée avec la corruption à Casablanca. La journée a commencé en début de matinée dans une commune de Casablanca où on s'était donné rendez-vous, un collègue de travail et moi, pour finaliser les démarches administratives d'achat de nos voitures de service suite à une décision gouvernementale. Imaginez quelle fut ma surprise lorsque le préposé chargé du dossier demande à mon collègue d'attendre quelques minutes et me signifie qu'il fallait que je revienne le lendemain pour récupérer mon dossier. La raison de ce traitement discriminatoire est simple et dramatique à la fois. Mon collègue, apparemment plus au courant que moi des comportements à adopter, avait pris la précaution de glisser entre les pièces du dossier un billet de 10 dirhams qui lui a ouvert les voies de traitement de faveur. Ce contact banal mais tellement brutal avec la corruption ne sera pas malheureusement le dernier. Ma journée était très longue. Dès que j'ai pris place dans ma voiture, garée au bord d'un trottoir, proche de la commune, un individu avec un tablier bleu et une plaque bien mise en évidence, qui prétendait être le gardien du parking, attendait d'être payé. Je lui tendis une pièce d'1 dirham. Il m'assena un regard si méchant que j'ai eu soudainement l'impression d'être à l'origine de tous ces malheurs. Comment ai-je pu oublier que le tarif officiel, c'était pas 1 dirham, mais 2 dirhams? Il n'est pas complètement seul, celui qui va dans le désert de Gobi, puisqu'il y a des nomades qui se déplacent en chameau. Et avec Dieu, on n'est jamais seul. Tout cela parce que la vie n'est pas du tout un fleuve tranquille. C'est un chemin escarpé. À un moment de notre existence, on se retrouve face à soi et on décide de remettre les priorités au bon endroit. Je me sens portée vers mon Dieu et vers la religion de mes ancêtres. Je le dois le respect et il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas? Et c'est juste maintenant que tu as été prise de cette conscience. Oui, parce que j'ai le sentiment et la certitude intérieure que j'étais dans l'erreur. Qu'est-ce qui te fait dire que tu étais dans l'erreur? Je suis dans un cul-de-sac. Ma vie est un échec. J'ai mis de côté mes propres convictions. Je me suis perdue dans le matériel au détriment du spirituel. Je ne suis pas d'accord avec toi, Sarah. Quand on travaille du matin au soir, ce n'est pas évident. Mais si, j'aurais dû prendre le temps. L'observance de ma religion doit l'emporter sur le futile. Le futile est une exigence de nos jours. Au moment de rendre l'âme, nous serons jugés sur nos faits et gestes. On se retrouvera face à soi dans le dénuement total. Que m'aura servi d'avoir un pavillon en banlieue et une BM décapotable, alors qu'on m'enterrera avec un linceul blanc? Concernant la soirée, j'ai aimé beaucoup. Là, je me sens vraiment chez moi. On m'a jamais invité. Le consulat d'Algérie m'a pas invité. Et enfin, j'ai reçu une invitation, mais je l'ai déclinée parce que ce que je dis dérange un peu. Donc, je me sens quelque part chez les Marocains, chez moi. Donc, j'aime. En même temps, étant berbère, kabyle, quelque part, j'ai des fraternités naturelles avec ce peuple. Donc voilà, j'ai aimé la soirée, un échange, c'est très fraternel,
très poétique. On passe de l'enfance, c'est-à-dire des thèmes qui traitent de l'enfance aux adultes, mais également voilà, de l'ironie, du rire, mais également des thèmes tragiques. Donc c'est très très intéressant. Et là, on est en train de faire connaissance, de créer des liens de fraternité, des passerelles. Nous ne sommes ni riches ni braves. Ce pays est grand par son histoire, mais tristement petit par sa mémoire. Il cherche sa voie et risque de mettre des siècles à la trouver. Il n'a pas besoin de nous pour se construire. Ce pays nous a rendis, qu'on l'oublie. La faute n'incombe pas ce pauvre pays. Baignant dans le pétrole, nos dirigeants s'amusent à narguer le peuple. Aouaoui pose sa main sur l'épaule de Zahar et lui dit, des trémolos dans la voix: il nous a empêchés de rêver. Zahar serre avec affection le bras de son ami, lui répond, le torse bombé: nous les empêcherons de dormir. Avec quoi? Avec quoi? La plus belle des revanches, c'est la réussite. Toi, tu décrocheras le disque d'or. Moi, je révolutionnerai les énergies vertes. Merci. La haine n'est jamais morte dans un peuple d'homme. Amour de l'homme pour le bûcher, son cœur est une flamme qui brûle et que la haine alimente. Ne me dites surtout pas que l'histoire a une fin. L'histoire est une quête sans fin du mal et de l'humiliation. Le sud profond avec ses croix qui brûlent, symbole de ce que l'homme a fait de la croix du crucifié devenue croix de haine. Toujours, l'esclave d'hier deviendra l'oppresseur de demain. Merci. El Hank, pour les Casablancais, vous connaissez le phare de Casablanca. Ce phare a été important pour moi parce que il passait dans ma chambre comme ça. Je m'endormais avec la lumière, le gris, le blanc, le noir. Donc le 13 avril 1964, on a fêté notre anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est ce jour-là que je l'ai aperçu du haut désert, que j'ai respiré à pleine narine ses phéromones. En descendant de l'avion, la magie a opéré. J'étais traversée de toutes parts, je la reconnaissais, comme si pendant toute mon enfance, je n'avais attendu que cela. C'était elle, la liberté promise par mes parents. Au départ de l'aéroport de Casablanca, je ne saisissais pas à l'époque la portée de cette déchirure. Dans ma chambre, face au port de Casablanca, la dernière nuit, le phare l'éclairait par intermittence. Sa lumière me berçait et m'endormait. Je m'amusais à projeter mes joies futures sur le mur balayé par la lumière, auquel succédaient mes peurs lorsque l'ombre gagnait sur la clarté. Le phare faisait de la magie noire et blanche et opérait sur mon corps je ne sais quel rituel. Je me souviens de m'être accrochée à la lumière du phare comme à une bouée de sauvetage. Comme si la réponse à toutes mes questions tenait dans cette lumière. Au départ du Maroc, j'avais le cœur à marée basse, comme le dit la chanson, et des envies d'océan. Ce qui me séduisait était cette liberté promise, une liberté de vacances où la vie même devient un jeu. Pourtant, la famille, les amis, tous nous observaient du coin de l'œil partir, comme si nous n'allions jamais plus nous revoir. Mon enfant, Montaigne disait que éduquer, ce n'est pas remplir des vases, mais allumer des feux. Il a raison, car les parents sont les premiers à périr brûlés dans les brasiers des amours filiaux. Mon enfant, prends ton temps à partir en tâtonnant le terrain avec les outils dont j'ai essayé de te pourvoir. Prends ton temps à me quitter comme je n'ai pas pris le mien pour quitter les miens. Des fois les blessures sont vite assénées et les remèdes au cœur sont inefficaces quand l'amour n'y est pas. Tu feras ton prénom à ta mesure sans rompre le lien qu'on ne choisit pas mais qu'on assume avec fierté car le lot qui vient avec nos moments. La génération charnière ne peut être une courroie de transmission si déjà en famille on méprise la contribution des régions et l'universalité des apports. Mon enfant, désormais, comme immigrant, je mesure le poids de mon absence sur les miens. Là-bas, de l'autre côté de l'océan, je mesure cela, car maintenant, quand tu t'absentes de moindrement loin de mon cœur,
Je ne rêve plus, ni d'ailleurs ne dors en paix. Réduit au silence, je ne jacasse plus, ni vocalise à outrance comment ta présence. Je deviens silencieux au milieu de ce grand silence environnant qui fomente la solitude à venir, et je m'écoute saigner. Grandir à tout moment comme une fugue, et je te regarde serein, mais avec un pincement au cœur, partir vers ta vie. Puis au compte d'étonnement et d'admiration devant mon père qui venait enfin de dompter un homme cravaté. Au fait, à quoi sert ce morceau de tissu? Là d'où je venais, seuls les bourricots ainsi que d'autres animaux distingués portaient un collier pareil pour que le propriétaire puisse les faire marcher au pas. Et mon père, l'enturbané, la robine de Campagna, tenait enfin un homme citadin à cravate. Ah mes amis, quand je vais vous raconter ça demain, plus jamais vous ne me regarderez de la même façon. Après avoir découvert la corruption au Maroc, je suis arrivé ici où j'ai essayé d'analyser en tant qu'individu ayant immigré ce que pouvaient ressentir les gens comment l'idée d'immigrer arrive à l'esprit, comment nous travaille psychologiquement et après comment elle se concrétise sur le terrain et puis un peu les déceptions qu'on a quand on arrive ici. Donc le projet d'immigration, la plupart du temps, l'aventure commence par la lecture anodine d'une annonce publicitaire bien mise en valeur par un cabinet de consultants qui rend accessible à l'imagination la possibilité d'émigrer au Canada et plus particulièrement au Québec. L'effet de l'annonce n'est pratiquement jamais immédiat, car le désir d'émigrer, même s'il est latent, n'émerge pas immédiatement. Mais lentement et progressivement, le rêve commence à s'installer, l'environnement sociétal déjà triste et fade le devient de plus en plus, le subconscient s'active et élabore des montages financiers, puis élimine petit à petit toute forme de résistance et un jour, sans crier gare, la décision est prise. En venant ici dans ce centre et avec d'autres écrivains, d'autres auteurs de plusieurs obédiences, de plusieurs origines, on peut partager, on peut échanger. Et puis j'ai eu la chance de découvrir aussi des auteurs. J'ai aimé ce qu'ils écrivent. Parce que je pense que c'est à travers les autres qu'on chemine, parce qu'on peut se remettre en question, on peut se grandir aussi à travers l'autre. Bien, alors sur ce, nous clôturons donc cette rencontre. Merci beaucoup à vous de cette rencontre. Merci beaucoup. Alors, je peux apprécier, merci à nos chers invités. Je vous invite également à prendre une belle photo ici avec notre ami Coséas. J'aime beaucoup votre travail parce que c'est très courageux. Parce qu'en même temps, vous arrivez vraiment à donner une grande visibilité à la communauté marocaine et je dirais même à toutes les communautés parce que vous vous inscrivez vraiment dans un socle commun de référence qui est le Québec et c'est ça qui est très enrichissant. Et j'aime beaucoup vous lire et aussi regarder vos reportages.